Bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Tout de suite, les titres de cette édition. Le retour de l'aide internationale pour Madagascar. Le nouveau président œuvre au réchauffement des liens avec le FMI après 5 ans d'instabilité politique. Et puis en Côte d'Ivoire, après l'annonce du transfèrement de Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale, réaction des organisations de défense des droits de l'homme avec en invité sur notre plateau Florent Gel de la FIDH. Et au Kenya, une loi qui légalise la polygamie, que les femmes y consentent ou non. Les députés femmes ont claqué la porte du Parlement avant l'adoption de la loi qui formalise en droit kényan des lois coutumières. Et nous ouvrons ce journal avec une bonne nouvelle pour Madagascar. Pour la première fois depuis le coup d'État de 2009, le Fonds monétaire international a renoué avec le pays. Cela fait suite à l'élection pacifique du nouveau président en décembre dernier. Les précisions de Julia Siguer. Après 5 années de crise politique, l'économie de Madagascar est à genoux. Tout est à reconstruire. Routes, ponts, barrages, systèmes d'irrigation, écoles. Le retour de la démocratie sur l'île de l'océan Indien a permis le retour de l'aide internationale. Dans la capitale, de nombreuses personnes ont salué le rétablissement de la coopération avec le Fonds monétaire international. Je pense que ces aides seront une vraie bénédiction pour le pays. D'autres, en revanche, se montrent plus sceptiques. Nous avons toujours eu des aides, vous savez, mais malheureusement, elles n'arrivent pas jusqu'à nous puisqu'elles sont détournées par les dirigeants. 2 mois après son élection, Eri Rajenari-Mampia a également obtenu le retour de l'aide de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Reste maintenant à rassurer le secteur privé. En voyage à Paris ce vendredi, le chef de l'État malgache a rencontré des patrons français. Il les a invités à revenir investir dans son pays. L'investissement passe par la confiance dans l'autorité de l'État. On va mettre en place l'État de droit. Il faut que tout le monde sache qu'il y a des lois dans ce pays et que tout le monde devrait être soumis de la même manière à ces lois et qu'il n'y aura pas d'impunité. L'Union africaine a déjà levé les sanctions économiques qui frappent Madagascar depuis 5 ans. L'Union européenne devrait suivre après la nomination d'un nouveau Premier ministre malgache. Pour consolider la sortie de crise, le président souhaite investir massivement dans les domaines de l'agriculture, du secteur minier et bien sûr du tourisme. En Côte d'Ivoire, on apprenait hier que Charles Blé Goudé sera jugé à la Cour pénale internationale de La Haye. Les autorités ivoiriennes ont en effet accepté son transfèrement. Il est poursuivi pour crime contre l'humanité. Retour sur l'un des personnages de la crise ivoirienne avec Cécile Galuccio. C'est l'image la plus célèbre de Charles Blé Goudé. Devant la foule, il tient son rôle à la perfection, celui d'orateur. Il est alors ministre de la Jeunesse, farouche partisan de Laurent Gbagbo, qui à l'époque refuse de reconnaître sa défaite à l'élection présidentielle. Plusieurs fois, il appelle ses troupes à la mobilisation. Il menace notamment ouvertement de lancer l'assaut sur l'hôtel du Golfe, où est retranché Alassane Ouattara, déclaré vainqueur par la communauté internationale. Les jeunes patriotes prendront leurs responsabilités et que les mains nues, nous irons libérer le Golfe Hotel. Étudiant brillant, Charles Blé Goudé développe son don pour la rhétorique au cours de ses années de lutte syndicale au sein du mouvement étudiant. Entre 1994 et 1999, âgé seulement d'une vingtaine d'années, il est emprisonné à 8 reprises. C'est en 2002 qu'il fonde le mouvement des jeunes patriotes. C'est là qu'il se révèle. Indépendance de la Côte d'Ivoire, discours nationaliste enflammé, son soutien à Laurent Gbagbo est sans limite. 2 ans plus tard, la France réplique à un bombardement de ses forces en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé lance alors un appel à la résistance contre la présence française. Une position qui devient son leitmotiv crise après crise. C'est la France qui a planifié, organisé toute cette crise que nous vivons en Côte d'Ivoire. Déjà en 2006, l'ONU l'accuse de prôner la violence et gèle ses avoirs à l'étranger. Après l'arrestation de Laurent Gbagbo en avril 2011, le général de la rue décide de prendre la fuite. Il est finalement arrêté au Ghana en janvier 2013, transféré en Côte d'Ivoire et inculpé pour crimes de guerre et assassinat. À 41 ans, Charles Blé Goudé attend désormais d'être transféré devant la CPI. Et la crise post-électorale 2010-2011 a fait près de 3000 morts. À cette annonce, les ONG de défense des droits de l'homme ont réagi. Florent Gel de la FIDH était avec nous sur ce plateau. Ça va apporter une clarification sur ce que doit faire la justice internationale et ce que doit faire la justice nationale.
La FIDH, comme ses organisations membres, la LIDO et le MIDH sont parties civiles, vous l'avez dit, devant les procédures judiciaires en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudet est lui-même inculpé en Côte d'Ivoire. Maintenant, il faut trancher entre la compétence de la Cour pénale internationale et celle des juridictions nationales. Qui va juger Charles Blé Goudet? C'est la question. Pour le moment, la Cour pénale internationale a la priorité, mais le gouvernement ivoirien a déjà dit qu'il souhaitait juger Charles Blé Goudet en Côte d'Ivoire. Il aura la possibilité de présenter leur requête devant les juges de la Cour pénale internationale pour savoir si Charles Blé Goudet sera jugé à La Haye ou à Abidjan. Et justement, on parle en Côte d'Ivoire d'une justice à deux vitesses, celle du camp d'Alassane Ouattara contre celle du régime sortant de Laurent Gbagbo. Est-ce que la FIDH, par exemple, a d'autres acteurs dans son sillage comme ça ? Je dirais tous les acteurs de la crise post-électorale qui ont commis des crimes doivent rendre des comptes. La situation aujourd'hui, c'est que devant la Cour pénale internationale, il n'y a que Laurent Gbagbo et les Charles Blé Goudet et Simone Gbagbo qui sont inculpés à ce jour, tout au moins des inculpations connues. Et devant la justice ivoirienne, environ 120 pro-Gbagbo sont poursuivis et un seul supplétif FRCI. Évidemment, nous souhaiterons que tant devant la justice internationale que devant la justice nationale, un équilibre se fasse, car des crimes ont été commis dans tous les camps en Côte d'Ivoire. Et nous représentons des victimes de tous ces camps, et nous sommes partie civile dans toutes ces affaires, et nous souhaitons que la justice avance. C'est la condition essentielle à cette réconciliation dont on parle tant en Côte d'Ivoire, mais qui doit se faire avec la justice. Et au Kenya, les députés kenyans ont voté une loi permettant aux hommes d'épouser autant de femmes qu'ils le souhaitent, et ce, sans en toucher un mot à leur première épouse, ce qui forcément a déclenché la fureur d'élus femmes qui ont ni plus ni moins claqué la porte du Parlement de Nairobi. Je ne suis pas d'accord avec la polygamie. Je pense que ce n'est bien dans aucune société. Une fois que l'on s'est engagé auprès d'une personne, je pense que ça devrait s'arrêter là. Il faut se rappeler que nous sommes en Afrique. La polygamie n'est pas complètement neuve. Les lois culturelles et la constitution kenyane nous permettent de profiter de notre culture. Je pense que les hommes au Parlement devraient réfléchir au-delà de leur propre personne et de leur génération. Ils devraient penser aux générations futures de Kenyans. Et au Cameroun, le SOS de Lydiane Yen Eyoum, une avocate franco-camerounaise accusée par les autorités du pays de détournement de fonds. Elle est en détention provisoire depuis 4 ans, depuis son arrestation. À Paris, un comité de soutien a été créé pour lui venir en aide. Reportage de Christophe Dansette. C'est la plus grande prison de Yaoundé, Kodengui. Ici, vivent plus de 4000 détenus pour 800 places. À l'aide d'une caméra discrète, nous filmons. À notre passage, les prisonniers implorent notre aide. Nous avons rendez-vous avec une avocate franco-camerounaise détenue sans la moindre forme de procès depuis 4 ans, accusée de détournement de fonds. Lydiane Yen Eyoum nous conduit à sa cellule, une pièce de 12 mètres carrés, où elle vit avec parfois jusqu'à 18 personnes. Elle affirme être innocente. Depuis plusieurs années, des avocats français ont pris fait et cause pour elle. Caroline Wasserman a pu lui rendre visite dans sa prison. Elle dénonce les conditions de sa détention et surtout aussi sa durée abusive. Elle a porté plainte en France au nom de sa cliente française pour séquestration arbitraire, actes de torture et barbarie et traitements inhumains. Chaque matin, elle se réveille, elle a des rats ou des souris qui ont réussi à grimper sur son lit, si on peut appeler ça un lit. Donc je peux vous dire que honnêtement, elle ne pourra pas rester longtemps là-dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit elle va tomber malade, là elle est déjà très affaiblie, soit elle peut même y rester. Et pour faire pression sur les autorités du pays, les avocats de Lydiane ont décidé de monter un comité de soutien. À sa tête, Michel Thierry Atangana, lui aussi français, tout juste libéré des geôles camerounaises après 17 ans de détention. Il est persuadé que la médiatisation de son affaire a permis sa libération. Je suis convaincu qu'en parlant de cela et en essayant d'attirer l'attention des plus hautes autorités, cela contribue à alléger sa souffrance. Les autorités camerounaises insistent sur l'indépendance de la justice, mais le ministre de la Communication estime que Lydiane Yen Eyoum n'est probablement pas en prison par hasard. Elle est coupable de faute.
Le gouvernement n'a aucun intérêt à garder cette femme en prison. Les avocats de Lydienne Yeneyoum espèrent réussir à négocier sa libération. S'ils n'y arrivent pas, ils envisagent déjà d'en appeler à la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Je vous laisse avec Julien Fanchouli pour la suite de Paris Direct.